Merci beaucoup Caroline pour ce deuxième volet. Merci beaucoup. On a eu encore beaucoup d'émotions. Moi j'avais peut-être une première petite question avant de prendre des questions du public. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans? Je sais que tu as gardé contact, mais pourquoi ne pas avoir fait quelque chose entre un film où il te fallait une vraie raison? Quelle était l'évolution? Parce que le premier volet, les semestres de joie, étaient beaucoup plus gais encore. Là, on sent une empreinte de tristesse un peu, de ce changement, ça fait peur. Apparemment, certaines trouvent que c'est mieux, mais il fait peur aussi. Alors en fait, maintenant ça fait 18 ans, le temps passe inéluctablement. Alors il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 18 années, puisque je les rencontre en 2004, au cœur d'un grand voyage qui a été mon voyage initiatique en fait à travers l'Asie. Je les emmène en Inde, ça c'est en 2012. Le film se fait en 2015 ce film-là c'est en 2020, donc c'est pas si longtemps on va dire après le premier. Après c'est juste que moi il me faut beaucoup de temps. C'est pas ma formation, c'est pas de faire des films, c'est pas mon métier principal du tout, c'est une histoire de vie d'abord, et le film, comme les livres, comme la photographie, ne sont que des outils en fait, à la fois de mémoire, à la fois d'expression aussi, parce que ce qu'on vit, et on le sent un peu dans les semeuses de joie, on le sent dans ce film, ce qu'on vit nous dépasse un peu, c'est dense, c'est fort. Et quand les choses sont trop fortes, parce qu'elles sont souvent trop fortes pour un petit être humain, on a besoin justement des autres, on a besoin des autres pour le partager, pour quelque part être témoin, de la même manière qu'on a besoin des autres comme témoins de nos souffrances pour la surmonter, on a besoin des autres comme témoins de la joie ou du bonheur, parce que la joie c'est l'expression, c'est le langage d'expression collectif du bonheur, et ça n'existe que dans le collectif justement, donc c'est tout aussi nécessaire. Et donc voilà, donc ça me prend beaucoup de temps de le faire, de le digérer, moi, mais aussi elle, parce que comme dit, il y a effectivement elle derrière, il y a elle dans le Zanskar, il y a une association, il y a Porter l'avenir de cette source du bonheur, parce que moi la première, j'ai pas envie que ça se tarisse. Mais aussi derrière tout ce que je peux faire, et ce film-là pose un regard un peu plus complexe que les semeuses de joie. Le premier, où on est dans la découverte, on les découvre, on découvre avec elles l'Inde, on rentre, il y a une école qui ouvre, il y a l'avenir de la nonnerie à porter littéralement, et donc c'est extrêmement positif. Là, moi je voulais d'abord pas filmer du tout, je devais passer un hiver. Et ce que je voulais absolument, c'était passer un hiver avec elle, sans personne, pas même Manu, mon compagnon. Je voulais vraiment revivre ces heures de bonheur absolu avec elle, après des années où j'ai porté quelque part la responsabilité de les exposer au monde. J'expose ce qui m'est le plus précieux quand même, c'est pas tout à fait rien, et porter les chantiers, les projets là-bas, toutes les visites, etc. Donc ça n'a pas été forcément... si simple et si reposant, entre guillemets, mais... Et puis finalement, mon compagnon a pu venir un mois sur l'hiver, et ça, je ne pouvais pas non plus lui dire non. Marianne Shaw m'a dit filme quelques semaines avant de partir. Marie Amiguet, qui a filmé La Panthère des Neiges, m'a prêté sa caméra 2 jours avant de partir. Enfin, il y a une conjoncture de choses que je ne m'expliquerai jamais, mais qui font que je me suis retrouvée à filmer, ce qui a beaucoup fait rire les nonnes, parce qu'en arrivant là-bas, elles savent très bien que filmer, c'est beaucoup de boulot. Et donc elles me disaient, eh ben voilà, t'es nouveau en train de bosser. Et moi, je voulais filmer ce que je voulais vivre, en fait, au départ. C'était vraiment le cœur du bonheur, et cette notion d'intelligence collective, ce en quoi elle nous inspire tant, et parce que j'ai réalisé que c'était ni de la naïveté, ni de la simplicité, et qu'il y avait beaucoup plus derrière, beaucoup plus à comprendre, et qui est lié aussi à ce que j'ai pu observer de tous les gens qui l'ont croisé, qui les ont croisés, et qui ont eu la chance de les croiser quand elles étaient en France ou en Inde, ou à travers le film, et où là j'ai eu tellement de témoignages, j'ai vu tellement de choses se passer. J'ai vu les visages tout changer, en fait, et là je me suis posé beaucoup de questions sur
qui elles étaient ou ce qu'elles incarnaient et ce qu'elles éveillaient en nous en fait. Et rien ne s'est passé comme prévu. Du tchadar, qui devait être 2 jours de routine hivernale, à la grossesse ou l'accouchement de Sonam, rien ne s'est passé comme prévu. Et tout s'inscrit dans la grande histoire avec les grands chambardements qu'on a tous vécus à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et ça aussi, je ne me l'expliquerai jamais, hein, mais ça... Et ce film, du coup, pose un regard un petit peu plus complexe sur ce monde qu'on a si facilement tendance à idéaliser. On idéalise très souvent et très facilement, et c'est un processus normal en fait. Hein. On idéalise ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on découvre de la même manière qu'on idéalise l'autre, parce qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre la complexité du réel. Et idéaliser n'est toujours qu'un appauvrissement du réel. Or, c'est dans la complexité du réel qu'il faut puiser toute la richesse et toute la force, en fait, hein, de faire face au réel et aux difficultés du réel. Et donc, ce film, les choses se sont à la fois imposées à la caméra, puisqu'elles n'étaient pas du tout écrites et voulues, et en même temps, elles correspondent à quelque chose que moi, je connais et je comprends et je ne continue pas, je continue d'affiner en tout cas en termes de connaissances, mais depuis des années et où j'ai surpassé ma propre idéalisation, on va dire, de ce monde. Et puis à la fin, ce que moi je vis, c'est tout simplement un arrachement du bonheur, un arrachement au bonheur, un de plus, un de trop. Et c'est ce qu'on vit, c'est quelque part toute l'histoire de nos vies. On passe notre temps à vivre des moments de bonheur, plus ou moins forts, plus ou moins longs, à en être arraché, c'est la vie. Et toute notre force, et toute notre capacité quelque part, on parle souvent de résilience, mais à rester fort dans cette humanité, c'est comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces arrachements au bonheur. Et là, il faut trouver la force en soi, en tant qu'individu, mais aussi dans le collectif. Et pour moi, c'est cette capacité d'intelligence collective que ces nonnes incarnent, ou en quoi elles sont extrêmement remarquables. Et c'est là qu'il y a quelque chose véritablement à comprendre et à mieux comprendre et à mieux pouvoir appliquer, parce que pour moi, c'est vraiment tout le salut, quelque part, de notre humanité. Il est dans cette capacité à avoir une intelligence collective. Tu as récupéré des clés, justement, pour revenir et vivre l'année 2020 qui a été difficile, 2021 aussi. Qu'est-ce que tu as récupéré? Qu'est-ce que tu peux mettre en application? Ou qu'est-ce que tu peux dire au monde occidental? Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour... Moi, je pense pas que je puisse dire grand-chose. Parce que moi je suis justement... et c'est en ça que notre histoire d'amitié, elle est intéressante aussi. Hein. Mes meilleurs amis sont des nonnes bouddhistes. Moi, je suis pas nonne et je suis pas bouddhiste non plus, en plus. Moi, je suis quelque part aussi un passeur. Moi, j'ai été profondément touchée par ces femmes, un peu à l'instar d'un Mathieu Ricard qui côtoyait vraiment toute une élite, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit artistique, de par ses parents, de par son métier, et qui se retrouve à faire littéralement un méandre dans sa vie lorsqu'il rencontre des grands maîtres tibétains et dont il dit... qu'ils incarnent au quotidien leurs valeurs. Et moi, c'est l'effet que m'ont fait ces femmes. Sauf que pendant un moment, je pouvais me dire, quelque part, cette sensibilité, c'est la mienne, notre histoire, c'est une histoire d'amitié. Voilà, on ne peut pas avoir des liens comme ça, si forts, avec tous les gens qu'on rencontre. Mais lorsque je me suis retrouvée à les exposer au regard des autres, aux yeux des autres, au cœur des autres, là, j'ai senti que les choses nous dépassaient quand même largement. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas elle, et je suis loin d'être capable d'incarner à ce point cet ancrage et cette capacité à être intègre par rapport à mes valeurs au quotidien. La colère est un poison pour elle. Elle gère ça beaucoup mieux que moi, par exemple. La tristesse aussi, parce qu'elles ont la force du collectif, justement, parce qu'elles ont la force de l'intelligence collective, qui, en fait... est quelque part une sorte de garde-fou à nos faiblesses en tant qu'individu. Moi, une chose qui m'a sauté aux yeux, qui m'a frappée littéralement lorsque je suis partie en voyage et que j'ai traversé pendant 2 ans seule l'Asie, et que là, je me suis retrouvée un petit peu à nu face au monde, face aux autres. Ce qui m'a semblé, et ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est
avec une évidence absolument frappante, c'est que la grande majorité des gens sur cette planète sont foncièrement bons, ils n'ont pas du tout envie de faire du mal à l'autre. Mais être bon ne veut pas dire être parfait. Et c'est en ça que c'est compliqué, parce qu'après on se dit, oui, mais enfin quand même, c'est fou, si on regarde le monde via les écrans, via les médias, enfin, c'est quand même difficile de garder foi en l'avenir, en notre humanité, c'est pas évident, il faut le reconnaître. Et pourtant, c'est ce paradoxe qui est incroyable et qui en fait réside, à mon sens, ce que je dis, c'est une simplification sans doute très forte de la réalité, mais c'est ce que je comprends, c'est que en tant qu'individu, nous sommes extrêmement faibles. Je veux dire, un petit individu face déjà rien qu'au vertige absolu de l'univers, mais c'est extrêmement déroutant, c'est pire que déroutant en fait. Et après, un individu face à ses désirs, à ses émotions, face à l'envie, face à l'opulence, et ça remonte loin en fait. La Panthère des Neiges est intéressante par rapport à ça, parce qu'elle replace dans le monde sauvage, par exemple. Et effectivement, le monde sauvage est rude, et on le sait viscéralement, je veux dire, dans notre évolution. Et donc, quand on est face tout d'un coup à une certaine forme d'opulence, on prend pour se protéger quelque part de notre faiblesse en tant que seul individu dans l'univers. Et c'est complètement viscéral et c'est naturel. Sauf que derrière, il y a tout le déséquilibre que ça génère. Et de la même manière, il y a une chose, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, je veux dire, aucun être humain, aucun individu ne peut gérer en tant qu'individu et rester solide face à ces valeurs qui sont compliquées à intégrer, à comprendre et à placer au cœur de sa vie et de son mental. Aucun individu ne peut gérer le pouvoir. C'est pas possible en fait. Le pouvoir, c'est une sorte d'ivresse totale de l'âme. Et quel est le garde-fou au pouvoir? Parce qu'il faut du pouvoir dans l'organisation sociale. Mais c'est le collectif. C'est le collectif qui impose en fait que le pouvoir ne soit que un travail à un moment donné, parce que quand on sait que derrière on n'a plus le pouvoir, eh bien on est remis à la place, justement à une place qui n'accorde pas le même pouvoir d'agir, et qui replace face à, et en fait c'est comme ça qu'on le voit chez les nonnes, aucune n'aura jamais l'idée de se servir de son avantage de pouvoir, parce qu'elle sait que quand elle a plus ce rôle, il faudra de nouveau gérer l'équilibre dans une position qui ne sera pas celle avantageuse, dominante entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose, du coup, dans leur mode de vie, dans leur mode de pensée, elles n'ont aucune corruption d'âme liée à cette notion du pouvoir. Et c'est pour ça que je le redis, l'intelligence collective qu'on est capable de développer et qui impose de pouvoir aussi, de savoir prendre sur soi et de ne pas toujours avoir raison. Même si on a raison, en fait, c'est pas quelque chose de simple, et je le vois, elle travaille ça au quotidien, en fait. Et ben, c'est le garde-fou de nos faiblesses en tant qu'individus, et c'est important, et à ce titre-là, je remercie le festival d'être là, de rassembler du monde dans les salles. Ces espaces-là sont les nôtres, ce sont des espaces collectifs, ce sont, et j'irai même plus loin, des espaces de démocratie, et ce sont des remparts à la propagande. Vraiment, on voit ce qui se passe à l'Est. Et pourquoi? Parce que si on reste cantonné chez nous, dans nos repères, avec les écrans qui nous amènent le monde, en fait, la propagande, elle est extrêmement facile le jour venu. Alors que sortir de chez soi et aller dans un collectif, en fait, c'est quelque part s'exposer d'abord à l'imprévu, s'exposer à l'autre, s'exposer à la diversité, réfléchir, poser un regard sur le monde de manière collective. Et en fait, c'est essentiel. Et plus il y a d'espace de collectif, il en faut pour tous les goûts, pour tous les âges, quelque part. Et plus on est fort collectivement, et c'est essentiel. Donc merci d'être là. On lâche rien. Du coup, on va donner la parole à notre public. Alors, est-ce qu'il y a des bras qui se lèvent? Vous sentez que vous êtes devenu plus fort en venant ici? Ah, oui, question en haut à droite. Caroline, il y a une chose qui m'intrigue, on ne les voit jamais manger des fruits et des légumes. Comment font-ils? Alors en hiver, il n'y en a pas beaucoup des fruits et des légumes. Des fruits déjà, et puis les légumes, éventuellement on en sèche un peu pendant l'été
pour en avoir l'hiver. Donc pour voir des fruits et des légumes, il faut quand même mieux y aller l'été. Et de fait, quand elles sont venues en France, c'était extraordinaire. C'était à l'automne. On est d'abord arrivé dans la vallée de Münster, c'est ma vallée natale. Hein. Il y avait les pommiers, il y avait les raisins, il y avait les vignes, il y avait les noix. Enfin, tout ça était... puis c'était une année faste. Et il fallait les voir, en fait. Pourtant, on a mangé beaucoup de fruits et de légumes en Inde, mais c'était pas pareil de devoir les acheter sur le marché que de les prendre à l'arbre. Et en fait, ça, pour elle, c'était comme une sorte de révélation. C'était inouï. Elle faisait des razzias. Mais surtout, à un moment, elles avaient dit, mais qu'est-ce que vous êtes riche? Et en fait, elles ne parlaient pas du tout d'argent. Elles parlaient de cette richesse-là. Celle d'avoir une nature qui n'est ni dans un excès ni dans l'autre. Et si on y pense bien, hein, tout le développement, quelque part, s'est fait sur des climats tempérés. Parce qu'on n'est pas en lutte dans les extrêmes pour passer l'hiver. Et vraiment, pour elle, la richesse absolue, c'était ça. C'était pouvoir, c'était le jardin d'Éden, hein, c'est pouvoir manger, se régaler des fruits à l'arbre. Donc... à droite. Oui, bonsoir. Grâce à votre film, moi j'ai découvert qu'il y avait des nonnes bouddhistes. Voilà, ce que j'ignorais totalement. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y en avait en Inde plusieurs et en dehors de l'Inde aussi? Alors des nonnes bouddhistes, en fait, il y en a toujours eu déjà au Tibet, hein, sauf que ça a commencé avec le Gautama Bouddha, hein, quand il est en Inde, donc celui qui est fondateur du bouddhisme, on va dire. Et en fait, les premières nonnes ont été, je crois, sa mère et sa sœur ou sa femme, je ne sais plus, ou sa femme, sa sœur, enfin, mais ce sont ces femmes-là qui ont insisté, elle qu'il avait quitté, hein, puisqu'il avait quitté le palais pour devenir un moine errant, etc. Et il a mis beaucoup de temps, et ça c'est assez incompréhensible, parce que le Gautama Bouddha, dès le départ, parlait de l'éveil sans parler de genre, c'est-à-dire que l'éveil, c'est pour tout le monde. Et néanmoins, quand les premières femmes, qui sont ses plus proches en fait, hein, demandent, le supplient de pouvoir être nonne et le suivre, parce qu'elles adhèrent à son message, etc., il a mis beaucoup de temps, il a refusé dans un premier temps, c'est son plus proche collaborateur, on va dire, qui a poussé à ce qu'ils disent oui, d'après les sources en tout cas, on a peu d'informations là-dessus, et il les a intégrés dès le départ avec des règles. Et on peut se demander pourquoi, en fait. Pourquoi cette forme de discrimination à la base, finalement, qui pose un héritage derrière pour toute la suite, hein. Alors, on était dans un monde où ils étaient assez errants dans les forêts, où il y avait des tigres, etc. Est-ce que c'était à la fois pour protéger les femmes, parce qu'on considère quand même que les femmes, dans cette vie, sont un peu plus physiquement exposées ou fragiles, etc. Ou est-ce que c'était parce que il connaissait très bien son parterre de moines qui étaient, eux, en chemin vers cette sagesse, vers l'éveil qu'il leur enseignait, et ils connaissaient très bien, quelque part, leurs limites ou leurs faiblesses, et ils savaient qu'en amenant des femmes, ça allait rendre le chemin plus compliqué, peut-être. C'est moi qui le dis. On ne sait pas, mais en tout cas, dès le départ, hein, ça a été comme ça. Et en fait, par exemple, dans la lignée des Gelugpa, donc les Dalai Lama, donc les bonnets jaunes, hein, on peut devenir doctorant. Le titre de Geshe, c'est un titre de doctorant en théologie. Et en fait, ça ne fait que quelques années que les nonnes peuvent devenir Geshe. C'est-à-dire que pendant des millénaires, les nonnes bouddhistes, dans le bouddhisme tibétain, n'avaient pas accès à ce titre de doctorant. Donc déjà, de toute façon, ça pose un déséquilibre immense. Et les nonneries ont toujours été très très en bas de l'échelle. Il y a une dizaine de nonneries aux Anskar, il y en a au Laoul, au Spiti, au Ladakh aussi. Et toutes les nonneries ont été reconstruites de la même manière que les monastères en fait en Inde, hein, en Inde du Sud et à Dharamsala. Et la dizaine de petites nonneries, c'est comme ça. C'est comme la nonnerie de Tongri, et certaines n'ont même pas un champ en fait. Or, les monastères, on voit Karcha qui est le plus grand, mais je veux dire, les monastères ont des terres dans le village, ont des terres en dehors du village, ont des biens immobiliers, à Padoum, à Leh, les grands monastères du Ladakh sont extrêmement riches, c'est très impressionnant.
ont aussi une richesse immatérielle avec quelque part un respect absolu de la part de la population. Enfin, mais le déséquilibre, il est immense en fait. Qu'est-ce que c'est qui pourrait changer cet équilibre-là, ce déséquilibre en fait? Ben, les mentalités. Et en ça, ce que je fais avec les nonnes, tout ce qu'on fait, l'argent, c'est de la même manière que les livres, etc., ne sont que des outils, hein, c'est un outil aussi. C'est un outil qui doit permettre d'ancrer la nonnerie dans son temps, pas de la rendre plus riche, le but c'est pas d'être... Mais par contre, c'est quand même de s'ancrer dans son temps pour pas mourir, parce que ça, par contre, quand on est comme ça, sans ressources, dans un monde qui change, on devient extrêmement fragile, et c'est pas le changement le problème. Le changement, c'est inéluctable, c'est un fondement bouddhiste, hein. Par contre, c'est la vitesse du changement. Et le curseur de la vitesse, celui-là, il est essentiel, et c'est là que tout se joue pour nous, hein, pour notre avenir, quelque part. Et ce curseur de la vitesse, c'est pas la nature qui le définit, c'est nous les humains. Hein. Alors que le changement, ça c'est la vie, c'est la nature, ça c'est quelque part naturel. Et donc c'est vraiment l'évolution des mentalités. Et à Tongri, ce qui me réjouit le plus, hein, c'est de voir que finalement, dans tout ce qu'on a pu faire, que ce soit les films, les voyages, et à la construction de l'école, le réservoir d'eau, le doukan, enfin tout ce qu'on a pu faire à la nonnerie, ça a impliqué les villageois dans une dynamique, et je les ai vus évoluer petit à petit au fur et à mesure de ces aventures, de la fierté qu'ils en ressortent, ou des intérêts aussi qu'ils en retirent, ce qui est normal quelque part, il faut que ce soit un partage. Mais c'est le regard, la valeur qu'ils accordent à leur nonnerie, la prise de conscience, et du coup se dire mais attends, si un moine peut le faire, une nonne peut le faire aussi, déjà rien que penser ça, c'est immense en fait. Mais il faut que ça vienne d'eux, sinon c'est pas très très pérenne en fait. Ah, une question. Lorraine, un peu plus bas s'il te plaît. Je précise juste une petite chose sur le tchadar. Ce n'est pas nous qui avons commandé les hélicoptères. En fait, ce qui s'est passé sur le tchadar, c'est qu'il y a maintenant le film, il a fallu faire des choix aussi, hein, on a des contraintes qu'on ne choisit pas toujours non plus quand on réalise un film, surtout quand il est pour Arte, qui a accepté après coup, hein, après tournage, voilà. Mais en fait, sur le tchadar, là maintenant, sur une partie du tchadar, pas encore tout, mais c'est des centaines et des centaines d'Indiens qui défilent. C'est devenu vraiment un haut lieu complètement exotique pour des Indiens qui, eux, par contre, connaissent rien de la montagne, souvent. Donc il y a eu des accidents, etc. Donc là, ils ont mis en place des règles, c'était la première année, des papiers, etc. Et puis en fait, quand ça a été compliqué, là, le tchadar, il y a eu une cinquantaine d'Indiens qui étaient coincés au seul village qui est sur les rives du Tchadar, Nierak. Et là, il y a eu une évacuation avec les gros hélicoptères, hein, pendant 2 jours. C'était un palais d'hélicoptères où une centaine de gens, les Indiens, leurs porteurs et quelques locaux ont été évacués. Nous, on était un peu en aval à Tibao, on était coincés là. On a été considérés comme des locaux, et on nous a laissé du coup continuer, considérant qu'on allait bien. Et en fait, à ce moment-là, l'armée a lâché de la nourriture parce que nous tous, les locaux, l'armée qui était en poste aussi, enfin, on avait plus grand-chose. Et donc, personne ne savait bien ce qui allait se passer. Et puis en fait, ils ont finalement lâché de la nourriture, ce qui a été... ce qui rendait quand même les choses un peu plus sereines, mais ce n'est pas une commande. Nous avons demandé à l'armée. Non. On va prendre une dernière question. Oui, c'était sur le choix que font ces nonnes d'aller au monastère, parce qu'en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup qui y vont parce qu'elles travaillent moins qu'à la maison. Ensuite, la plus âgée, elle avait l'air de beaucoup regretter de ne pas avoir étudié. Et ensuite, j'ai eu l'impression que vous montriez que le fait d'avoir construit une école, les filles avaient plus de choix et que peut-être elles avaient moins envie de se faire nonne. Alors non, c'est pas... En fait, l'école, c'est vraiment une école à la nonnerie. Il y a l'école gouvernementale en bas. Mais en fait, l'idée, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les petites filles qui potentiellement se destinent à être nonnes, même si elles sont à l'école de la nonnerie, elles ne sont pas encore nonnes. Par contre, plutôt que d'être envoyées trop tôt, trop jeunes, parce que la prise de conscience de l'école, elle a été très rapide aux Zanskar, et c'est pour les garçons et pour les filles, et donc du coup, à la maternelle, hein, on
va à l'école ou on va dans les monastères ou les nonneries. Et le risque, c'est quelque part de partir trop tôt, en fait, dans les grands monastères ou dans les grandes nonneries où le niveau d'études va être, la prise en charge d'abord est totale, hein, pour ad vitam. Donc ce qui soulage les parents aussi. Mais c'est quand même de les ancrer à minima sur ces quelques années d'école primaire à la nonnerie pour qu'elles continuent après, hein, via le CIBS ou bien dans les nonneries, mais que cet ancrage pousse peut-être un retour une fois qu'elles auront étudié, parce que le constat, il était absolument clair sur ces dernières décennies, ces nonneries et ces monastères aux Zanskars, un endroit où la culture tibétaine n'a absolument pas été bafouée, n'a absolument pas été maltraitée, meurt à petit feu, alors que dans les grands monastères et les grandes nonneries en Inde du Sud ou à Dharamsala, sont remplis de milliers de moines et de nonnes. Mais il n'y en a aucun qui revient aux Zanskars, alors qu'ils sont tous en train de pleurer sur le Tibet qui meurt, littéralement, vraiment. Hein, on a vu ça quand on a fait le voyage en Inde avec les nonnes. Mais pourquoi ils ne reviennent pas? Parce que là, c'est toujours pareil. C'est une chose de pleurer sur quelque chose, c'en est une autre de devoir faire les efforts pour porter, c'est-à-dire revenir aux Zanskars où il y a la poussière, où il n'y a pas Facebook à l'époque, en plus, voilà, etc. Et du coup, si ce n'est pas mis en place, s'il n'y a pas une prise de conscience générale, effectivement, les jeunes ne reviennent pas vraiment servir quelque part, hein, leur village ou leur pays ou la nonnerie ou le monastère chez eux. Après, c'est assez difficile parce qu'il faut bien intégrer le fait que l'éveil, la réincarnation aux Zanskars ne sont pas des croyances, ce sont des évidences. Ce sont des faits dans la tête de tout le monde, et c'est ce qui fait que même si ce n'est pas la religion qui gouverne, la religion qui fait politique, par contre, la religion, elle est littéralement, elle imprègne le quotidien et bien des choses du quotidien, en fait. Et les petites filles, alors les nonnes, les semeuses de joie, hein, celles que j'appelle les semeuses de joie, elles sont toutes devenues nonnes à 20 ans, quelque part. Elles le savaient, certaines plus ou moins tôt, mais elles sont vraiment devenues nonnes vers la vingtaine. Alors que les petites filles qu'on voit à l'école, à la fin du film des semeuses de joie notamment, là, bien sûr que c'est pas clairement un choix. C'est à mi-chemin entre potentiellement un choix, des parents qui poussent, mais les petites filles attendries, moi je les ai toutes vues, j'en ai certaines, j'ai aidé deux petites filles à venir au monde, je les ai vues grandir, je connais les parents, et je sais que c'est pas non plus un forcing. C'est vraiment, le forcing, il est beaucoup plus culturel, il est beaucoup plus dans les habitudes, dans les règles. Et par exemple, la petite Karma, une des petites filles, à 7 ans, elle regarde avec un aplomb, elle dit « moi je serai nonne ». Mais si moi je lui pose, et quand je lui pose la question « pourquoi ?», jamais elle va réussir à cet âge-là à me donner une réponse en fait qui satisfait mon intellect adulte, on va dire. Alors est-ce que c'est parce qu'enfant, déjà, on le sent le bonheur, et quand on est à la nonnerie, c'est vraiment la maison du bonheur. Et quand on est un enfant, on le sent ça. On le sent le bonheur qui est là, qui est collectif. En plus, elles sont là entre copines, donc on a forcément envie de rester là. C'est ce que dit Jorkit, et j'étais moi-même étonnée quand elle dit on était là, on était bien, on n'avait pas envie de partir en fait. Donc je ne sais pas quelle est la part de quoi dans tout ça, hein. Mais en tout cas pour moi, il s'agit vraiment... une école à la nonnerie ou dans les monastères, etc., c'est important parce que ça contribue à une diversité de voix. Aujourd'hui, ils sont des milliers de jeunes, exactement ce qu'on a vécu chez nous dans les montagnes aussi, hein, ils sont des milliers de jeunes à être étudiants à l'université à Jammu, et ils n'auront pas demain un boulot à la hauteur, quelque part, des études qu'ils ont fait et de tout ce que les études ont pu formater dans leur cerveau d'envie, d'ambition, etc. Parce qu'il n'y aura pas de job du gouvernement pour tout le monde, et que c'est ça le Graal actuel, et sinon les alternatives c'est l'armée ou le tourisme, mais c'est pas forcément à la hauteur des études qu'on peut faire quand on se destine à servir quelque part son pays ou sa vallée, et donc c'est pas forcément évident, et je pense que cette diversité de voix, elle est importante. Mourit, par exemple, c'est une fille qui a eu un accident quand elle était jeune, a perdu pas mal de sang, et elle se sentait pas bien à l'école, dans un monde qui est de plus en plus compétitif aussi, hein.
Et tout le monde ne se sent pas forcément bien dans ce monde-là, tout le monde ne se sentira pas bien demain dans le monde, voilà, dans un monde où il faut un monde plus compétitif. Et donc je pense que cette diversité de voix est importante, ouais, à cet égard-là. Et je vais juste vous donner des nouvelles de Sonam. Personne n'ose demander. J'allais poser la Mais question. quand même. Sonam, c'était son anniversaire il y a quelques jours. Et Sonam va bien. Elle vit à Lé avec le papa qui était effectivement un jeune moine. Hein. C'est plutôt une histoire d'amour, donc ça termine au mieux que ça pouvait se terminer. On va dire, elle a eu une deuxième petite fille le 25 septembre dernier. Voilà, après, elles se sont pas encore revues avec les nonnes, ça prend un peu de temps. Sonam s'est elle-même, quelque part, mis beaucoup de barrières en partant, en quittant, et elle a par exemple pas appelé sa maman pendant une année. Et pas parce que sa maman allait l'engueuler ou parce que sa maman, elle était juste triste et elle a beaucoup pleuré. Et elle ne l'aurait pas engueulé. D'ailleurs, elles se sont revues l'été dernier, ça y est, elle est revenue, elle a déjà fait ce premier pas. Mais elle-même s'est sentie, ouais, c'est quelque part, a presque alourdi le poids de la honte. On est dans une vallée de montagne, hein, et le regard des autres pèse bien plus lourd dans ce genre de petite vallée que dans les grandes étendues, je crois. C'est pire que dans un petit village. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. Merci. Je vous invite à Caroline sur son stand.